Ah, que les vieux sont ennuyeux, ils s'en vont sans payer leurs dettes. Ah, que les vieux sont ennuyeux, ne rien faire est ce qu'ils font mieux. On pourrait faire ça peut-être, hein? Oui, mais alors les précédents... C'est très joli tout ça. Ben oui, mais alors les précédents, il faut que je les fasse... à peu près normaux. C'est là où j'ai rien qui évoque Mozart, justement. Vous voulez me oui, faire alors ça fait... Ré, ré, mi, mi, fa, mi, fa, da, 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 si, si, ça, ça va. Ré, si, si, ré, do, la, la, sol, la, sol, la, sol, do, le. Béranger, aspect d'un poète, autour de chansons choisies et interprétées par Marcel Amont. Accompagnement musical de Roger Le Sourd, une émission de Claude Duneton et Isabelle Ihuel. Le septuagénaire, c'est lui, Béranger, bien entendu. Et il a écrit ça sur Lison dormait dans la prairie. Ça, c'est quelque chose de classique. Je crois même que Mozart s'en est inspiré, Roger. Oh, tous les pianistes ont travaillé les variations Faites de Mozart. un petit chouïa, là. Allez, c'est ça, on y va. Me voilà septuagénaire, beau titre mais lourd à porter. Amis, ce titre qu'on vénère, nul de vous n'ose le chanter. Tout en respectant la vieillesse, j'ai bien étudié le vieux. Ah, que les vieux sont ennuyeux, malgré moi j'en grossis l'espèce. Ah, que les vieux sont ennuyeux, ne rien faire est ce qu'ils font mieux. Que de plaisir un vieux condamne, au progrès il met son veto. Ne renversez pas ma tisane, ne dérangez pas mon loto. Si l'on choisissait son berceau, j'aurais choisi Paris, qui n'a pas attendu notre grande révolution pour être la ville de la liberté et de l'égalité, et celle où le malheur rencontre peut-être le plus de sympathie. J'y vins au monde le 19 août 1780, chez mon bon vieux grand-père Champy, tailleur, rue Montorgueil. À me voir naître dans une des rues les plus sales et les plus bruyantes, qui eût pensé que j'aimerais tant les bois, les champs, les fleurs et les oiseaux. Qu'ils provoquent chez les trembleurs, ils nous traitent à leur idée, régime et drogue, tout est vieux. Ah, que les vieux sont ennuyeux, France, ils te font vieille et ridée. Ah, que les vieux sont ennuyeux, ne rien faire est ce qu'ils font mieux. Du siècle entier, Dieu nous préserve, que de sottises en 100 ans. Ami, moi j'ai perdu ma verve, plus de couplets gais et chantants. Pour compléter cette satire, le souffle manque aux pauvres vieux. Ah, que les vieux sont ennuyeux. L'amour de l'école ne me venait toujours pas. Ce que je préférais de beaucoup, c'était de rester sans bruit dans un coin, à faire des découpures, des dessins, ou de petits paniers avec des noyaux de cerises délicatement évidés et ciselés, chefs-d'œuvre qui m'occupaient des journées entières et causaient l'admiration de tous mes parents. Ma mère ayant quitté sa famille pour vivre seule, j'allais de temps à autre passer 8 ou 15 jours auprès d'elle, près du temple, ce qui apportait un étrange changement à la vie que je menais rue Montorgueil. Souvent, elle me reconduisait au théâtre du boulevard ou à quelques bals et à des parties de campagne. J'écoutais beaucoup et je parlais peu. J'apprenais bien des choses, mais je n'apprenais pas à lire. Toujours séparé de ma mère, mon père alors habitait l'Anjou et je n'avais vu qu'une ou deux fois son passage à Paris. Il y revint au commencement de 1789,
et l'on décida que je serais mis en pension au faubourg Saint-Antoine, où l'on me conduisit bientôt, et d'où je vis prendre la Bastille du haut des toits de la maison. C'est à peu près le seul enseignement que j'y reçus, car je ne me rappelle pas qu'on m'y ait donné aucune leçon de lecture et d'écriture. Et maintenant là, Mozart, dernier couplet. Ce mot n'est pas pour vous, mesdames, à votre aise seul-là je fais tort. L'amour persiste au cœur des femmes, il sommeille ou fait le mort. Connaisseuse comme vous l'êtes, tout bas vous dites, fille des vieux. Ah, que les vieux sont ennuyeux, ils s'en vont sans payer leurs dettes. Ah, que les vieux sont ennuyeux, ne rien faire est ce qu'ils font mieux. Au XIXe siècle, les Français eurent successivement 3 poètes nationaux qui furent fêtés et honorés comme tels par les foules. Ce fut d'abord Jacques Delille dans le premier quart du siècle, Victor Hugo dans le dernier quart, et Pierre-Jean de Béranger le reste du temps. La célébrité de Béranger éclata à partir de 1813 avec des chansons joyeuses, tendres, ironiques. Puis sa carrière prit rapidement une forme combattante sous la Restauration. De sensibilité républicaine, Béranger contribua personnellement avec des chansons satiriques plutôt virulentes visant les politiciens du temps à étayer et à propager les opinions anti-royalistes qui précipitèrent la chute des Bourbons en juillet 1830. Une aura de poète engagé puis de gloire nationale l'accompagna ensuite jusqu'à sa mort en 1857. Malgré l'admiration publique que lui vouaient les écrivains du temps, de Chateaubriand à Lamartine, ou le jeune Victor Hugo lui-même, il conserva jusqu'au bout une modestie, une grande réserve, ainsi qu'une fidélité parfaite aux opinions de sa jeunesse pauvre et besogneuse. Allez, on y va. Ma vocation. Jeté sur cette boule, les chétifs et souffrants, étouffé dans la foule, faute d'être assez grand. Une plainte touchante de ma bouche sortie. Le bon Dieu me dit chante, chante pauvre petit, chante pauvre petit. Le char de l'opulence m'éclabousse en passant. J'éprouve l'insolence du riche et du puissant. De leur morgue tranchante, rien ne nous garantit. Le bon Dieu me dit chante, chante pauvre petit, chante pauvre petit. D'une vie incertaine, ayant eu de l'effroi, je rampe sous la chaîne du plus maudit emploi. La liberté m'enchante, mais j'ai grand appétit. Le bon Dieu me dit chante, chante pauvre petit, chante pauvre petit. L'amour dans ma détresse daigna me consoler, mais avec la jeunesse je le vois s'envoler. Près de beauté touchante, mon cœur en vain pâtit. Le bon Dieu me dit chante, chante pauvre petit, chante pauvre petit. Chantez où je m'abuse et m'attache ici bas. Tous ceux qu'ainsi j'amuse ne m'aimeront-ils pas? Quand un cercle m'enchante, quand le vin divertit, le bon Dieu me dit chante, chante pauvre petit, chante pauvre petit, chante pauvre petit, chante pauvre petit, chante pauvre petit. En 1813 existait, depuis plusieurs années, une réunion de chansonniers et de littérateurs qui avait pris le nom du caveau en mémoire du caveau illustré par Piron. Dessaugiers avait été appelé à présider cette société, dont les chants contrastaient alors si singulièrement avec les malheurs dont la France était menacée. Je n'ai jamais eu de goût pour les associations littéraires, et l'idée de faire partie d'une société ne devait pas venir de moi-même. Le hasard décida que je serais membre de celle-ci. Dessaugiers eut occasion de voir de mes couplets et chercha à me connaître. L'intimité ne tarda pas à s'établir entre nous. J'éprouvais un véritable entraînement,
et ne résistai point aux instances qu'il me fit d'accepter de dîner au moins une fois au caveau avec tous ses collègues que je ne connaissais que de nom. Je m'y rendis au jour fixé, et j'y chantai beaucoup de mes chansons. Chacun parut surpris que, si riche en productions de ce genre, je n'eusse jamais pensé à les publier. « Il faut qu'ils soient des nôtres !» fut le cri de tous. Malgré mes préventions contre les associations plus ou moins littéraires, je fus vivement touché de la bienveillance et des applaudissements qui m'accueillirent au caveau. Dès ce jour, ma réputation de chansonnier se répandit à Paris et dans toute la France. Le caveau devait disparaître quelque temps après la chute de l'Empire, d'ailleurs. Et c'était fait une spécialité dans la chanson bachique. Chanson épicurienne, à sous-entendu plus ou moins grivois. Et c'est là-dedans qu'il a commencé, d'ailleurs, avant de se lancer dans la chanson politique. Pierre Brochon, historien de la chanson. Je crois que le grand coup de Béranger, c'est d'avoir réussi, avant la chute de l'Empire, d'avoir écrit Le Roi d'Yvetot. Parce que c'est anti-impérial, manifestement, il n'y a pas de problème, et c'est pacifique, sinon pacifiste, non ? Et Béranger, c'est sa première titre de gloire, Le Roi d'Yvetot, si bien qu'il y a eu une équivoque qui a existé sous le début de la Restauration, c'est qu'on chantait Le Roi d'Yvetot dans les milieux de la Restauration en même temps que chez les Républicains, et jusqu'au moment où il a fini par petit à petit mettre les choses au point. Mais Le Roi d'Yvetot, ça a été le grand machin pour le faire connaître. Et puis il a fallu qu'il en sorte. Tout son art, ça a été de sortir du Roi d'Yvetot. C'était pas facile, parce que là, il se trouvait avec une sorte un tube, et c'était pas plus facile à cette époque-là de sortir d'un tube pour passer à un autre. Il était un roi d'Yvetot peu connu dans l'histoire, se levant tard, se couchant tôt, dormant fort bien sans gloire, et couronné par Jeanneton d'un simple bonnet de coton, dit-on. Oh oh oh, ah ah ah, quel bon petit roi c'était, la la la. Il faisait ses 4 repas dans son palais de Chaume, et sur un âne pas à pas parcourait son royaume. Joyeux, simple et croyant le bien, pour toute garde il n'avait rien qu'un chien. Oh, oh, ah, ah, quel bon petit roi c'était, la la la. Il n'avait de goût onéreux qu'une soif un peu vive, mais en rendant son peuple heureux, il faut bien qu'un roi vive. Lui-même à table et sans suppôt, sur chaque nuit levait un pot d'impôt. Oh, 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 quel bon petit roi c'était, la la la. Aux filles de bonne maison, comme il l'avait su plaire, ses sujets avaient sans raison de le nommer leur père. D'ailleurs, il ne levait de banc que pour tirer 4 fois l'an au blanc. Oh, 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 quel bon petit roi c'était, la la la. Il n'agrandit point ses états, fut un voisin commode, et modèle des potentats, prit le plaisir pour code. Ce n'est que lorsqu'il expira que le peuple qui l'enterra pleura. Oh, oh, ah, quel bon petit roi c'était, la la la. On conserve encore le portrait de ce digne et bon prince. C'est l'enseigne d'un cabaret fameux dans la province. Les jours de fête, bien souvent, la foule s'écrie en buvant devant. Oh, oh, ah, quel bon petit roi c'était là. Oh, 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 ah, quel bon petit roi c'était là, là. Bon, alors après, il se rachète... avec les chansons contre la monarchie, contre la Restauration. C'était requête présentée par les chiens de qualité pour obtenir qu'on leur rende l'entrée libre au jardin des Tuileries. 18 juin 1814. La censure. Chanson qui courut manuscrite, dit-il, en 1814. Le vilain. Oui, il s'était fait appeler de Béranger à un moment donné. Et non, c'est son père qui s'est fait appeler de Béranger
pour s'anoblir, mais c'est exactement le cas du père de Balzac qui s'est fait appeler de Balzac. C'est les deux. Il y a eu un de Balzac avant qui datait de 2 siècles plus tôt. Il a voulu ce de lui traîner un peu, c'était un peu une casserole qu'il avait après lui. Alors il a été obligé d'écrire le vilain pour se dédouaner de ce de qu'il n'a jamais tout à fait renié quand même. Enfin, on disait Béranger, alors ça simplifiait les choses. Puis il a écrit des chansons qui ont même été célèbres, comme La Marquise de Carabas, qui ont été très anti... Ou Paillasse, par exemple, qui était énorme, où il se moquait de ses amis qui avaient fait tourner leur veste. Mais Dieu sait s'il y en avait à cette époque-là, des gens qui tournaient leur veste. D'ailleurs, les plus grandes chansons, les plus sérieuses qu'il a fait, les plus célèbres, La Cocarde Blanche, La Sainte Alliance, c'est à cette époque. Hein. Puis après, il a donné dans le genre anticlérical... Anti-électoral, c'est difficile. Il n'était pas vraiment anti-parlementaire, puisqu'il poussait ses amis à se présenter, quoique lui, il refusait toute position. Mais enfin, il en voulait particulièrement à ceux qui m'allaient manger à la soupe, quoi. Et il leur a dit des choses absolument féroces dans les chansons de 1818, Le Ventru, par exemple. C'est les bons dîners, c'est ça? Il y en a une qui s'appelle Les bons dîners. Les bons dîners. Que j'ai fait là. Oui, les ministres m'ont donné que j'ai fait de bons dîners, etc. C'est ça. Elle est excellente, cette chanson. Ouais, elle est superbe. C'est une chanson qui est de tous les temps aussi. Évidemment, bon, on aurait pu la répéter en 1830, en 1848, où les marquis se faisaient passer pour ouvriers, en 1851, en 71, en 84 sous Gambetta, non, je dis pas de bêtises, 83, enfin après la chute de MacMahon, et puis bon, je passe sur le reste, sur notre époque. Le Ventru. Électeurs de ma province, il faut que vous sachiez tous ce que j'ai fait pour le prince, pour la patrie et pour vous. L'État n'a point dépéri, je reviens gras et fleuri. Quel dîner, les ministres m'ont donné, que j'ai fait de bons dîners. Au ventre toujours fidèle, j'ai pris suivant ma leçon, place à 10 pas de Villèle, à 15 de d'Argenson, car dans ce ventre étoffé, je suis entré tout truffé. Quel dîner, les ministres m'ont donné, que j'ai fait de bons dîners. Comme il faut au ministère, des gens qui parlent toujours et hurlent pour faire taire ceux qui font de bons discours. J'ai parlé, j'ai hurlé, quel dîner, les ministres m'ont donné, que j'ai fait de bons dîners. Si la presse a des entraves, c'est que je l'avais promis. Si j'ai bien parlé des braves, c'est qu'on me l'avait permis. J'aurais voté dans un jour 10 fois contre et 10 fois pour. Quel dîner, les ministres m'ont donné, que j'ai fait de bons dîners. Malgré des calculs sinistres, vous paierez sans y songer l'étranger et les ministres, les ventrus et l'étranger. Il faut que dans nos besoins, le peuple dîne un peu moins. Quel dîner, les ministres m'ont donné, que j'ai fait de bons dîners. Enfin j'ai fait mes affaires, je suis procureur du roi. J'ai placé 2 de mes frères, mes 3 filles sont de l'emploi. Pour les autres sessions, j'ai 100 invitations. Quel dîner, les ministres m'ont donné, que j'ai fait de bons dîners. Quel dîner, les ministres m'ont donné, que j'ai fait de bons dîners. Quel dîner, les ministres m'ont donné, que j'ai fait de bons dîners. Quel dîner, les ministres m'ont donné.
il y a une chanson sur Chateaubriand. Bien des gens lui ont témoigné leur affection, leur estime. Hugo, Lamennais et quelques autres, hein, à laquelle il l'a pas rendu, ne serait-ce que le roi. Est-ce que le roi ou Talleyrand ou d'autres. Mais à Chateaubriand, Chateaubriand, qui voulait le faire entrer à l'Académie française, honneur qu'il a décliné d'ailleurs, il a fait une chanson sur « À Monsieur de Chateaubriand ». Chateaubriand, pourquoi fuir ta patrie, puisque Chateaubriand, n'est-ce pas ? Oui, il était ambassadeur, mais c'est au moment du changement de régime, après la Révolution de Juillet. C'est-à-dire que Chateaubriand, ayant été légitimiste donc pour Charles X, mais était devenu un ami de Béranger. Ils étaient assez proches, et Béranger a écrit cette chanson en son honneur, ce qui a fait que Chateaubriand a été adopté par le peuple français. Ah oui, d'accord. Comme un grand démocrate, ce qui est assez marrant quand même. Marrant. Mais bon. ce sont des gens qui sont restés assez liés, et ils avaient aussi quelque chose en commun, c'était qu'ils n'étaient pas riches. Chateaubriand était pauvre, il devait, comme Béranger d'ailleurs, se choisir des logis de plus en plus modestes. Et assez curieusement, il préfère de loin Chateaubriand à Lamartine, malgré les positions de Lamartine plus tard. Et là, il commence Chateaubriand, pourquoi fuir ta patrie, fuir son amour, notre encens et nos soins. N'entends-tu pas la France qui s'écrie, mon beau ciel pleure, une étoile de moins. Dis donc, là, le dithyrambe. Et quand on connaît Béranger, c'était quand même pas, comme on dirait aujourd'hui, pour lui cirer les pompes. Parce qu'il a fui d'autres honneurs, quand même. Bien entendu, il reste quand même toujours, mais c'était bien dans le peuple, il reste toujours très bonapartiste, napoléoniste. En plus des devoirs qu'il avait, enfin, la reconnaissance qu'il avait envers Lucien, qu'il avait un peu aidé à l'époque, les souvenirs du peuple, parlez-nous de lui, grand-mère, parlez-nous de lui. Alors, parlez-nous de lui, grand-mère, on parlera de sa gloire sous le chaume bien longtemps, l'humble toi dans 50 ans ne connaîtra plus d'autre histoire. Là viendront les villageois, dire alors à quelques vieilles par des récits d'autrefois, mère, abrégez notre veille, bien dit-on qu'il nous est nuit, le peuple encore le révère. Tu as vu quand même, bien qu'il nous est nuit, le peuple le révère. Parlez-nous de lui, grand-mère, parlez-nous de lui. Alors la grand-mère, elle l'a croisé, elle lui a parlé, et ça a l'air de complètement d'étonner les petits-enfants. Elle lui a dit bonjour. Alors ça, c'est un événement extraordinaire qu'elle ait pu dire bonjour à Napoléon. Voilà, lui, c'est Napoléon. Les gens exécraient vraiment les émigrés qui sont revenus et qui voulaient rétablir l'ancien régime, à commencer par les ultras dont le chef de file était Charles X. Les gens vraiment n'en voulaient pas. Et Louis XVIII a eu quand même, le bon gros là, le podagre, il était quand même assez fin. Il avait compris qu'il ne pouvait pas faire table rase de tous les acquis de la Révolution qu'avait un petit peu continué d'une certaine façon Napoléon. Alors il n'était pas revenu à zéro. Il n'était pas revenu contrairement à Charles X. D'ailleurs, ça a pété, puisqu'en 1830, Charles X est parti et qu'il y a eu le roi bourgeois. Alors, il y a un peu, pour nous qui voyons ça de loin, et bon, pour peu qu'on soit un petit peu pacifiste, on se dit, mais quand même, mine de rien, il est resté très napoléoniste. Quoi, il faut voir les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est l'occupation, c'est un petit peu la résistance. Là, c'est une situation tout à fait similaire, où les Allemands sont les Anglais, d'ailleurs. Ce sont les Anglais, les ennemis. Et alors, en 1815, Napoléon, le grand vainqueur, quand même, ça fait plaisir aux Français d'être vainqueur. Bon, même s'ils détestaient le bonhomme parce qu'il avait perdu après. Quand même, en 1815, il faut voir Paris envahi par les troupes. Les troupes d'occupation. Jusqu'en 1818. Jusqu'en 1818. Ouais. Alors là, il y a, dans le peuple de Paris, une haine qui se développe contre l'ennemi, contre l'anglais, contre les Russes, contre les Cosaques qui étaient là et qui saccageaient tout un petit peu. Les Cosaques campaient dans le bois de Boulogne, par exemple, qu'ils ont détruit. Il a fallu replanter le bois de Boulogne. Voilà, à partir de 1820, il a fallu replanter ce bois. Donc, il y a cette situation d'occupation. Il y a les bottes ennemies. Ouais. Et donc, on se met à regretter le temps de la gloire et le temps de l'empereur et le temps... Bon. Mais le culte de Napoléon, ce n'est pas lui qui a écrit les premières chansons sur Napoléon, c'est Émile de Brault. Donc c'est Émile de Brault qui est le Béranger plus populaire et qui est mort plus jeune et qui a eu une très grande célébrité à l'époque, mais qui a été de plus courte durée. C'est Émile de Brault qui, en fait, plus proche des classes populaires, a écrit les premières chansons sur Napoléon.
Donc Béranger a pris un petit peu ce train en marche, en sentant que c'était d'ailleurs dans le courant, dans l'air du temps. Il l'a pris en marche, mais il était parfaitement convaincu. Souviens-toi que quand il était tout petit chez son grand-père, il assistait à la prise de la Bastille. Tu parles, assistait à un événement pareil, et après il a vu les troupes c'est pas vainqueurs. Napoléon, ça. Non. Sur la légende Napoléon. Oui, mais les gens mêlaient un peu la Révolution, Napoléon. C'était l'époque où la France était glorieuse. C'est l'époque où on était les meilleurs. Enfin, en 1818, c'est la libération du territoire. Le départ tant attendu des coalisés qui ont lourdement humilié l'orgueil national. Bref, l'ennemi s'en va. 3 ans plus tôt, les rois et les empereurs de l'Europe avaient signé un pacte d'entraide, de soutien réciproque appelé la Sainte Alliance. Alors Béranger, qui fête le joyeux événement, il boit à ceux qui s'en vont, pour l'étranger coulait bon vin de France, de sa frontière il reprend le chemin. Il choisit d'écrire une ode à la paix internationale, qu'il appelle la Sainte Alliance des peuples, justement par opposition à l'autre. Peuples, formez une Sainte Alliance et donnez-vous la main. Au fond, c'est une des premières chansons antimilitaristes en date, une sorte d'anti-marseillaise et qui aurait mérité de devenir un hymne national. Donnez-vous la main. C'est une préfiguration de l'œuvre d'Eugène Pottier, lequel aima énormément Béranger. J'ai vu la paix descendre sur la terre, semant de l'or, des fleurs et des épis. L'air était calme et du dieu de la guerre, elle étouffait les foudres assoupies. Ah, disait-elle, égaux par la vaillance, Français, Anglais, Belges, Russes ou Germains, peuple formait une sainte alliance. Et donnez-vous la main, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main. Pauvres mortels, tant de haine vous lasse, vous ne goûtez qu'un pénible sommeil d'un globe étroit. Divisez mieux l'espace, chacun de vous aura place au soleil. Tous attelés au char de la puissance, du vrai bonheur, vous quittez le chemin. Peuple formé, une sainte alliance, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main. Chez vos voisins, vous portez l'incendie, là qui l'on souffle, et vos toits sont brûlés. Et quand la terre est enfin refroidie, le socle languit sous des bras mutilés. Près de la borne où chaque État commence, aucun épi n'est pur de sang humain. Peuple formé, une sainte alliance, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main. Des potentats dans vos cités en flammes osent du bout de leur sceptre insolent marquer, compter et recompter les âmes que leur adjuge un triomphe sanglant. Faible troupeau, vous passez sans défense d'un joug pesant sous un joug inhumain. Peuple formé, une sainte alliance, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main. Oui, libre enfin que le monde respire sur le passé, jetez un voile épais, semez vos chants aux accords de la lyre, l'encens des arts doit brûler pour la paix. L'espoir riant au sein de l'abondance accueillera les doux fruits de l'hymen. Peuple formé, une sainte alliance, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main. Ainsi parlait cette vierge adorée, et plus d'un roi répétait ses discours. Comme au printemps, la terre était parée, l'automne en fleurs rappelait les amours. Pour l'étranger, coulé bon vin de France, de sa frontière, il reprend le chemin. Peuple formant une sainte alliance, et donnons-nous la main, et donnons-nous la main, et donnons-nous la main. De 1825 à 1828,
vivant toujours au milieu de la société politique et de ses chefs les plus renommés, j'eus bien des fois à y faire preuve d'indépendance et de franchise. Plusieurs de ces messieurs me remerciaient du secours que je tâchais de leur prêter. Je répondais « Ne me remerciez pas des chansons faites contre nos adversaires. Remerciez-moi de celles que je ne fais pas contre vous. » 1828, c'est quand il était à la force, c'est-à-dire qu'il vient d'être condamné à un an de prison, à la prison de la Force, qui était à Clichy, et à 10 000 francs d'amende. Parce que ces 10 000 francs d'amende auxquels on l'avait condamné, c'était ça le plus dur, parce qu'il n'avait pas d'argent. Et ces 10 000 francs ont été couverts par souscription nationale, c'est-à-dire ça a augmenté encore sa gloire, parce qu'en 28, c'est le grand chansonnier national de l'opposition, et vraiment la couronne, on peut dire, la couronne tremble devant lui. Et ils ont fait l'erreur de le martyriser. Oui. Et quand ils ont vu qu'ils avaient fait l'erreur, ils ont parlé de le gracier. Et c'est lui qui n'a pas voulu, parce qu'il s'est dit à ce moment-là, on perd tout le bénéfice de cette espèce de scandale. Et les 10 000 francs ont été couverts par la souscription. Oui. Et il a fait cette chanson pour appeler la souscription. C'est assez marrant parce que sur le même air, donc sur cet air qui est « T'en souviens-tu ?», il a écrit 3 ans plus tard la chanson qui s'appelle Émile Debrau, justement pour une souscription pour la mort d'Émile Debrau et pour la veuve d'Émile Debrau qui était mort dans une misère totale. C'est le même air. Mais alors là, sûrement à dessein. Le même air, sûrement à dessein. C'est très possible que ce soit à dessein. Ça véhiculait à peu près un message semblable. C'est une chanson de percepteur. C'est un soutien musical très important pour des chansons où il y a du texte. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs d'amende. Là, il te fait des vers de 10 pieds. Assez souvent, il fait des octosyllabiques. Là, il dit davantage de choses. Alors, cette musique s'y prête. Elle est moins bergerette, elle est beaucoup plus chanson de chansonnier. Oui. Et alors, tu sais, il a mis une note dans l'édition. Il y a ici une inexactitude. Oui, ce n'est point 10 000 francs, mais 11 250 qu'on m'a fait payer grâce au 10e de guerre et aux frais judiciaires. Et puis à l'époque, c'était des francs très lourds. Hein. C'est des francs très lourds. Bien. Dix mille francs d'amende. Dieu, quel loyer pour 9 mois de prison. Le pain est cher et la misère est grande, et pour longtemps je dîne à la maison. Cher président, n'en peut-on rien rabattre? Non, non, je n'ai, et vous, et vos parents, pour fait d'outrage aux enfants d'Henri IV, de par le roi, payez 10 000 francs. Pour fait d'outrage aux enfants d'Henri IV, de par le roi, payez 10 000 francs. De par le roi, payez 10 000 francs. Je paierai donc, mais là, que va-t-on faire de cet argent que si bien j'employais? D'un substitut sera-t-il le salaire? D'un conseiller paiera-t-il les arrêts? Déjà s'avance une main longue et sale, c'est la police et ses comptes courants. Quand sur ma muse on venge la morale, pour les mouchards comptons 2 000 francs. Quand sur ma muse on venge la morale, pour les mouchards comptons 2 000 francs. Pour les mouchards comptons 2 000 francs. Moi-même ainsi partageant ma dépouille sur mon budget. Et puis c'est la victoire, les barricades de juillet, 3 journées pendant lesquelles Charles X perdit le trône de France. Béranger participa à la fameuse réunion de notables politiques qui désignèrent son successeur Louis-Philippe et installèrent le nouveau monarque libéral aux Tuileries. Mais au lieu de profiter de cette situation, de ce triomphe qu'il partageait, il se retire, alors il s'efface, il refuse les honneurs, et même, lui qui n'était pas riche, il ne veut pas accepter les postes lucratifs qu'on lui offre dans la haute administration. Modestie, méfiance des hommes politiques. Il avait horreur des allées du pouvoir, à un point extrême
qui le rendirent difficilement récupérable. Je crus devoir refuser de me rendre auprès du nouveau roi, qui plusieurs fois me fit exprimer le désir de me voir, et même de me remercier. À cette occasion, ayant répondu, en plaisantant, que j'étais trop vieux pour faire de nouvelles connaissances, on attribuait mes refus à mes opinions. On s'est trompé. Ce que je redoutais si je lui étais présenté, c'était ses instances pour me faire accepter des honneurs ou des pensions. Les rois, si nouveaux qu'ils soient, n'aiment pas qu'on les refuse en face. La chanson a ceci de particulier que le texte y est intimement tributaire de la musique, en particulier pour ce qui est de son vieillissement. La musique est ce qui permet à une chanson de bien vieillir, ou au contraire, ce qui la rend désuète, fanée, d'un autre temps. Si on la change d'air, en revanche, qu'on plaque sur une chanson ancienne une musique contemporaine, le texte s'éclaire tout à coup d'une jeunesse étonnante. À titre d'expérience, Marcel Amont a choisi d'illuminer certains couplets de Béranger en les confiant à des airs connus de Georges Brassens. Le procédé rend actuel même un texte de circonstance, comme cette chanson qu'il écrivit également à la prison de la Force, dont le refrain est « Mon bon roi, vous me la paierez ». C'est celle qui contient ces vers historiques. Il reste encore une flèche, j'écris dessus pour Charles X. À vrai dire, le sort de Charles X ne nous préoccupe plus guère aujourd'hui, et pourtant, chanté sur l'air du parapluie, ces paroles vengeresses reprennent une vigueur insolite, une force menaçante 160 ans plus tard. Mes jours gras de 1829. Mon bon roi, Dieu vous tienne en joie, bien qu'en but à votre courroux. Je passe encore, grâce à Bridois, un carnaval sous les verrous. Ici fallait-il que je vinsse perdre des jours vraiment sacrés. J'ai de la rancune de prince, mon bon roi, vous me le paierez. Dans votre beau discours du trône, méchant vous m'avez désigné. C'est me recommander au prône, aussi me suis-je résigné. Mais triste et seul, quand j'entends rire tout Paris en joyeux émoi, je reprends goût à la satire, vous me le paierez, mon bon roi. Voyez verre en main, bouche pleine, fou déguisé de 20 façons, mes amis m'oubliaient sans peine, tout en répétant mes chansons. Avec eux ma verve démence eût perdu ses traits acérés. J'aurais pu boire à la clémence, mon bon roi, vous me le paierez. Dans mon vieux carquois où font brèche les coups de vos juges maudits, il me reste encore une flèche, j'écris dessus pour Charles X. Malgré ce mur qui me désole, malgré ces barreaux si serrés, l'arc est tendu, la flèche vole, mon bon roi, vous me le paierez. Malgré ce mur qui me désole, malgré ces barreaux si serrés, l'arc est tendu, la flèche vole, mon bon roi, vous me le paierez. Moi, je dois dire que si le père Brassens n'a pas connu Béranger, ce qui m'étonnerait beaucoup, et sans du tout le piquer, mais il est réincarné. C'est Béranger réincarné, à sa façon à lui. Tout à fait, pas plus que La Fontaine n'a piqué à Ésope. Moi, je crois quand même que Brassens, très souvent, s'est inspiré de Béranger. Bon, là, c'est ta voix, mais si c'était la voix de Brassens qui chantait exactement ces mots-là, personne n'aurait soupçonné, ne pourrait soupçonner que ce ne soit pas de lui. C'est vrai aussi. Mais Brassens, juste, Brassens a fait figure de novateur au moment où il est apparu, dans les années 50, en étant totalement classique. Alors, maintenant, essayons l'Auvergnat. Pour
Pourquoi ces fleurs, est-ce ma fête? Non, ce bouquet vient m'annoncer qu'un demi-siècle sur ma tête achève aujourd'hui de passer. Oh combien nos jours sont rapides, oh combien j'ai perdu d'instants, oh combien je me sens de rides, hélas, hélas, j'ai 50 ans. Tout d'un coup, ça devient très émouvant, ce type qui dit j'ai 50 ans. Oui. Et la langue a une permanence extraordinaire, parce que quand tu lis « Ô combien nos jours vont vite », etc., bon, ça fait un petit peu dépassé. Puis tu le rechantes, pas du tout, c'est aussi présent qu'un... Attention Claude, on a pris Brassens. Mais, je te répète, ça c'est très important, parce que je me souviens bien de l'arrivée de Brassens, où moi il me semblait que j'étais au début... C'était tellement anachronique en 1950, parce qu'en 1950, c'était Queneau, c'était les Blancs Manteaux chantés par Juliette Gréco, c'était Saint-Germain-des-Prés, c'était toute une chanson qui voulait se donner un nouveau style, et qui l'avait d'ailleurs. Certaines sont des réussites, les Feuilles mortes, c'était Prévert, c'était tout ça, mais c'était absolument pas académique, ça essayait de rompre la tradition. Et Brassens, encore une fois, a fait figure de novateur en chantant comme aurait pu chanter Béranger. Je crois que c'est ça qui est intéressant chez Béranger. C'est que non seulement il écrivait des chansons qui étaient des anecdotes en elles-mêmes, mais il créait des personnages, des types de personnages. Et je crois qu'il a puisé peut-être beaucoup dans le répertoire du vaudeville, non pas dans ses modèles, mais dans l'esprit du vaudeville, où on crée des personnages depuis le Pont-Neuf. Il y a toute une tradition dans la chanson française de personnages extraordinaires qui sont bien frappés. D'ailleurs, il y en a dans Émile Debrau, d'ailleurs. Le petit Mimile ou... Il y a Javotte, la serveuse du cadran bleu. Et Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe, oui, ça quand même, faut pas l'oublier. Fanfan la Tulipe, c'est quand même important. Mais c'est pour dire qu'il y a eu des types. Je crois que quand on relit Patrice Poirot, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de types populaires qui ont été créés par des artistes qui pouvaient être des artistes du peuple ou des artistes d'un ton plus élevé, mais qui savaient écrire pour le peuple. Oui, mais ça, c'est un phénomène qui paraît un petit peu constant, parce que l'Auvergnat de Brassens, toi, l'Auvergnat, etc. Oui. Et puis même des chansons de Brel, des chansons, je ne parle pas des chansons, et des chansons de Renaud, maintenant. La mère à Titi, ce sont des personnages qui sont là, qui sont créés. Ça fait partie intégrante de la chanson, ça. Oui, alors, chez Béranger, ce serait qui les personnages? Il y a le marquis de Carabas, il y a le marquis de Carabas, il y a le Ventru, il y a l'homme noir, le capucin, etc. Il y a l'église qui est un multiple visage. Voilà les hussards. Viens, Rosette, devant la porte, ils vont passer. Ma sœur, viens, j'entends la trompette. Tiens, les vois-tu s'avancer? Combien de brillants jeunes hommes qu'ils laissent d'amour à Paris, nous paysannes que nous sommes, n'auront point de si beaux maris. Devant Rose, brune et lancée, un jeune officier passe alors. « Ami, voilà ma fiancée. Comptez, dit-il, tous ses trésors. Œil vif, teint rosé, fine taille. Oui, dans 1 an, à pareil jour, je l'épouse si la mitraille permet de vivre à mon amour. » Ces mots d'un fou, dits au passage, tu les entends car tu rougis, Rose, et sans rien voir davantage, tu rentres rêveuse au logis. Depuis, Rose, à part soi, répète ces mots qui lui semblent si doux, et chaque soir, sur sa couchette, pour l'officier, prie à genoux. 1 an de rêve, ainsi, passe.
le jour qu'il fixa brille enfin. L'aube entrevoit rose qui lasse pour lui son corset le plus fin. N'entend-on pas là-bas quelque bruit d'armes? Elle écoute, sort, rentre, sort, attends, attends. « 26 août 1837. Je m'étonne toujours qu'on parle encore quelquefois d'un Béranger chansonnier, que j'ai vu assez fêté dans le monde, et que les sots appellent Momus ou Anacréon. Ce rimeur est mort. Il reste un Béranger, humble philosophe, vieil ermite, toujours occupé de son pays et de ses amis, mais qui n'est plus bon à grand-chose, épuisé qu'il est par 40 ans de lutte et de soucis, et bien heureux d'avoir conservé quelques restes de gaieté pour braver des soucis nouveaux en cas d'aventure. Car est-il de retraite si obscure où le mauvais sort ne s'amuse à jeter quelques pierres? Heureux si ce n'est pas une avalanche qui tombe. Ce qui s'est passé donc par la suite, c'est que cette monarchie-là, eh bien, loin d'être de s'assimiler à la République, est redevenue une monarchie. Enfin, et là, il y a quelque chose d'assez intéressant dans le cas de Béranger. Il publie ses chansons, il republie ses chansons, son œuvre complète en 1933. Et il y a une deuxième édition, celle de son... Ça, c'est Louis-Philippe. Là, on est sous Louis-Philippe. On est sous Louis-Philippe, de Perrotin. Bon. En 1934. En 1834, c'est son œuvre complète qui est publiée. Et il n'a ensuite plus rien publié jusqu'à sa mort. Alors, il a écrit environ 90 chansons, je les ai comptées, qui sont mes dernières chansons qui ont été publiées d'une manière posthume par son ami, son soutien, son éditeur, Perrotin. C'est quand même extraordinaire qu'il se soit tu, en fait, pendant toute cette période. Mais on le comprend parce que c'était ses amis qui étaient au pouvoir, ses amis étaient ministres. C'était un ami personnel de Thiers, qu'il avait bien connu, qui était plus jeune que lui, qu'il appelait un peu mon fils, etc. Ces gens s'étaient connus d'une façon très proche. Et Thiers était ministre de l'Intérieur, par exemple. Thiers, c'était pas le Thiers encore de la commune. Hein. Non, c'était pas un vieillard sanguinaire. C'était plutôt un évolutionniste, un libéral à l'époque. Mais ce que je veux raconter, justement, ce que je veux dire, c'est que au moment où sortait la publication des œuvres complètes de Béranger, en 1934, le 13 avril, très précisément 1834, il y avait une insurrection républicaine dans une rue qui s'appelle maintenant la rue Rambuteau, mais qui s'appelait à l'époque la rue Transnonain. Et il y a eu un massacre dans la rue Transnonain, et c'est Charonne, c'est-à-dire c'est Charonne récemment lors de la guerre d'Algérie, ce massacre que l'on sait où des gens ont été tués dans la bouche au métro. Et là, il y a eu plusieurs maisons qui ont été fouillées et où l'armée a massacré tout le monde, c'est-à-dire a tué tout le monde. Et c'est bon. Il y a eu un coup de feu, paraît-il, qui aurait été tiré. Et mais ce sont des chocs qui sont devenus de plus en plus violents. Et Béranger, je crois, moi, que ça a dû compter énormément dans l'attitude de Béranger de se retirer de toute politique, de retirer sa voix. C'est-à-dire qu'il retirait sa voix à ces gens-là. S'il continuait à chanter publiquement et à publier des chansons, il était devenu tellement le héros des pauvres gens, le héros des opprimés, qu'il fallait qu'il continue. Il ne pouvait pas se désavouer. Or, s'il continuait, il désavouait ses amis. Il était dans un piège absolu, et c'est très intéressant. Et il a interdit que ses chansons soient publiées. Il en écrivait quelques-unes, au fur et à mesure qu'il les écrivait, il les envoyait à Perrotin, avec la recommandation de les mettre sous scellé. Elles étaient placées sous scellé chez un notaire,
avec Tiens, ça, je savais pas. ordre de Béranger de n'ouvrir ses chansons et de ne les publier qu'après sa mort, ce qui a été fait. Il est mort en 57, au mois d'août 57, et les chansons, de même que son autobiographie, ont été publiées à partir de 58. Il a refusé ensuite de siéger à l'Assemblée en 48. Il a été élu d'office, dans une espèce d'unanimité. Et il a démissionné. Et ça lui a été reproché beaucoup. Alors c'est ce qui lui a été reproché énormément. Et alors, là, on lira ce texte de Hégésippe Moreau qui, en 1838, donc, écrit une chanson qui dit « Ah, si j'étais Béranger ». Que fait Béranger? Et les gens lui ont reproché ce silence. Oui. Devant, ça faisait des missions pour les Républicains, en fait. Pour les Républicains, il y avait ce grand bonhomme avec sa grande gueule. Bon, on s'explique mal pourquoi il est parti, pour fuir ses amis, pour fuir la célébrité. Ce sont des mots, cela. Je pense que la raison était comme ça, politique. Il est parti donc à Fontainebleau, puis à Tours, à la Grenadière. Oui. Il était à la Grenadière lorsque Hégésippe Moreau écrivait cette chanson dont le refrain est « Ah, si j'étais Béranger ». « Ah, si j'étais Béranger, je pourrais dire ceci, cela. Moi, je suis un médiocre, on ne m'écoutera pas ». Et c'est assez extraordinaire la fin de la vie de cet homme qui a payé de sa célébrité et qui a fui. À tout instant, je revois Brassens. J'imagine un type comme ça dont on disait qu'il était très éloquent en public et qui était très timide, très réservé, qui perdait ses moyens. D'ailleurs, il a pris cet argument quand il a été nommé à la Chambre. Il a dit « Mais non, je ne sais pas prendre la parole en public, je suis timide et je perds tous mes moyens en public. » Tout ça. Je vois Brassens tout le temps. Brassens disait souvent « On parle toujours trop ». Voilà la Grenadière, ben nous y sommes. Vous êtes passionné, alors cette fois-ci de Béranger. C'est Béranger, voilà, c'est sur Béranger. C'est Béranger. Oui, oui, vous lui ressemblez là en ce moment, d'un seul coup d'un seul. Ah, vous voyez, il y a des affinités. Voilà, non? Oh, si, je vous montrerai des vieilles gravures. Ah, je vous vois très bien, comme ça. Hein? Non, sous les tilleuls. Sous les tilleuls. Par exemple. Ah oui? Il me manque la redingote quand même. Hein. Oui, c'est pas difficile à trouver. Entrez. Passez, voilà. Alors, nous avons une gravure. Voyez-vous, mon grand-père, nous avons ces choses-là. Alors, la fameuse Madame Judith, oui. Mademoiselle Judith. Et alors, il y a tout un ensemble de choses. Alors, que nous avons, que je peux vous montrer. Nous avons cette gravure et nous avons cette peinture par Muraton qui est Béranger, qui se promène le long de la petite Grenadière. Alors c'est cette maison qu'il appelle en arrivant une bicoque. Oui, c'était possible. Je sais pas ce qu'il... Oui. Il dit cette petite bicoque. C'est une petite bicoque, oui. Voilà. Vous nous faites faire le tour du propriétaire? Bien sûr, au contraire, tant mieux. On va aller avec vous. Vous êtes bien, oui, vous êtes équipés. Nous sommes équipés. Oui. Vous voulez descendre à pied ou en voiture? Oui. À pied, ça, c'est pas bien là. C'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Puis comme il fait beau, il faut en profiter. Voilà, on va revenir là, si vous voulez, après. Il faut imaginer ça, évidemment. Oui, bien sûr. Entretenu. Oui, tout ça c'est... Avec les arbres cosmopolites dont parlait Balzac. Voilà, exactement. Oui. Toute cette végétation, entre autres des grenadiers, dont certainement a été choisie. En cette raison, ils ont été gelés, ils ont été remplacés,
Alors, le tableau que vous avez vu tout à l'heure était comme ça. Et c'était là que se trouvait le petit appentis. Alors, il faut regarder ça dans ce sens-là, si on peut dire. On vous fait marcher, dites-moi. Vous allez être fatigué. C'est quand même pas très grand, hein. C'est vraiment une petite maison. C'est une petite maison. Ouais. Et alors là, c'est la vue sur la Loire qui existait de tout qui temps. l'inspirait, probablement, j'en sais rien. En tout cas, qui inspirait Balzac. Alors les deux tours de la cathédrale que vous voyez là, pointent entre les arbres là. Mais à cette époque-là, vraisemblablement, il n'y avait pas toute cette végétation. Il paraît qu'on voyait très très loin. On voyait, oui. je pense que c'est vrai, jusqu'à la côte de Chanteloup, paraît. On voyait jusqu'à la plage. Oui, ça, je pense que c'est un petit peu romancé. Parce que ça avait 24 km. Oui. Non, mais enfin, on voyait très loin. D'ailleurs, la gravure que vous avez, cette grande gravure que j'ai aussi, une grande gravure en long, eh bien, on voit bien, c'est une vue à peu près prise d'ici. Oui, du coteau de Saint-Cyr. Du coteau de Saint-Cyr. Oui, du coteau de Saint-Cyr. Et puis en face. La sœur de Bérard a découvert à Saint-Cyr, qu'on dit la côte la plus saine, une maison, dit-on, célébrée par Balzac, et que je croyais d'un prix exorbitant, ce qui m'avait empêché de la voir. On la laisse pour 400 francs. Elle est au tiers de la côte, à l'abri du nord. Elle domine la route et en est séparée par une terrasse et le jardin. C'est la fameuse Grenadière. Rien de plus enchanteur que la vue dont on jouit là. Nous aurons un jardin de facile entretien, le closier du propriétaire pour voisin avec sa petite famille et sa vache, une allée de tilleuls pour mes promenades, un clos de vignes de 2 arpents qui ne fait pas partie de la location, mais qui embellit l'habitation, un parterre et quelques jolis arbres, un potager et quelques fruits. Tout cela, comme vous le voyez, est bien séduisant. Le corps d'habitation est très limité. Hein. Vous le voyez, il y a 2 portes et 2 fenêtres. Et ça donne sur les 2 côtés. Donc il n'y a pas de... C'est vraiment une maison de campagne. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, à cause que Balzac y avait passé, du souvenir de Balzac, il imaginait un manoir extrêmement étendu, etc. Alors, quand il a vu, il était très étonné. Je suis très étonné aussi. J'imagine. Vous voulez qu'on fasse... on va refaire le tour par là? Volontiers, oui. Volontiers. Voilà, on descend le petit escalier. Il est vraiment fait maison. Fait maison. Oui, alors là, nous sommes ici au Gué Louis XI. Alors, nous sommes ici au bord de la Loire, à 2 pas finalement de la Grenadière, juste sur le même côté. C'est que la Grenadière est à quoi, 100 mètres? 100 mètres, sur le même quai, absolument, oui. Et c'est là qu'est venu Béranger, après que Balzac qui soit passé, on peut dire passé parce que Balzac n'est pas resté longtemps, en compagnie de Madame de Berny, c'était un peu une halte d'amour. André Bourrin. Tandis que pour Béranger, c'était tout à fait autre chose. Il a dit que c'était un exil. Ce n'était pas un exil du tout. Ce n'était pas un exil du tout parce que personne ne le chassait d'où il était, de Fontainebleau, et s'il avait voulu habiter Paris, il aurait habité Paris. Il voulait être tranquille. Il avait tout de même 56 ans, ce qui à cette époque, on était un homme respectable à 56 ans. Il était bien vu du pouvoir, tout à fait, en 1836, règne de Louis-Philippe, qu'il avait presque amené sur le trône, donc tout allait bien. Et il voulait s'installer en Touraine. Il avait choisi la Touraine. Il avait choisi la Touraine parce qu'il pensait que le climat était doux, qu'il voulait se reposer, vivre en paix, etc. Alors il s'y est installé, par conséquent, en 1836, au mois de décembre, ce qui était une malencontreuse idée. D'ailleurs, il a eu froid tout de suite, il y a eu des neiges, il y a eu de la glace, il a dit que la Loire menaçait de prendre. D'autant qu'il était frileux, il n'était pas bien. Alors, ce qui a sauvé les choses, c'est qu'il a fait la connaissance d'un voisin qui était le fameux docteur Bretonneau,
Bretonneau passait tous les jours là, et Béranger, qui ne voulait connaître personne, enfin qui voulait vivre tranquille, était tout de même très heureux de faire la connaissance de Bretonneau, d'abord parce que c'était un homme éminent, intelligent, avec qui il pouvait parler, et puis d'autre part parce que c'était un médecin qui donc pouvait le soigner, et qui effectivement l'a soigné, lui et sa compagne, Judith Frère. Je ne sais pas s'il a soigné les chats, les 2 chats avec lesquels il est arrivé aussi, mais enfin tout le monde était bien là. Alors il a passé cette année-là, il a reçu tout le monde des gens, il a reçu Lamennais. Lamennais est passé là. Et puis il s'est occupé de son jardin, il a cultivé les fleurs, ou tout au moins il les a respirées, il a profité de l'air, il a composé un petit peu, il a fait quelques poèmes, justement, sur sa maison, enfin sur la Grenadière. 29 juillet 1837. Nous voyons toujours bien peu de monde. Et tout ce qui n'est pas ami me gêne plus que je ne saurais dire. Mon jardin ne cesse pas de m'occuper. Mes dahlias sont en fleurs, au moins les plus pressées. Et mes arbres prospèrent. C'est avec des mains bien pleines de terre que je vous écris. Je vous dirai que nous éprouvons ici un cruel inconvénient. Les cousins nous dévorent. Judith, qui déteste l'odeur du tabac, a le courage d'en brûler dans sa chambre pour chasser cette vilaine famille. Moi, je me laisse manger. Mais ils abusent de la permission et s'en donnent de ma peau jusqu'à m'ôter le sommeil. On prétend qu'on s'y habitue. Et puis est arrivé le second hiver, qui a été aussi rigoureux que le premier. Alors, il en a souffert et il s'en est un peu lassé. Et Judith Frère aussi. Ils avaient un peu la bougeotte, il faut dire, tous les deux. Alors après avoir bien profité de cette maison, ils ont voulu en partir. Il a même pensé, curieusement, que s'il était malade, il avait l'estomac délabré, disait-il. C'était l'air vif des bords de la Loire. Et puis je crois qu'il avait peu d'argent et que l'entretien même de cette modeste propriété lui coûtait cher. Peut-être aussi pour se rendre à Tours, enfin tout ça était un peu compliqué. Alors il a décidé de rester en Touraine, mais il habitait Tours même. Alors il habitait 2 endroits à Tours, dans une rue qui s'appelle la rue Chanoineau, une autre rue Jules Charpentier, qui est au sud de la ville de Tours, et qui est un quartier qui s'appelle le Faubourg Saint-Éloi. L'important, c'est qu'à Tours, je peux m'arranger à ma guise et vivre du peu qui me reste encore assez proprement, la Grenadière une fois supprimée. Les offres me sont venues de tous les côtés. Il m'a fallu résister à tout le monde et surtout à cet enragé de Bretonneau que j'ai eu bien de la peine à mettre à la raison. Un grand chagrin a été d'affliger ma pauvre vieille amie, qui tient beaucoup à notre séjour actuel. Aussi, ai-je pris à Tours un gîte un peu plus cher que je ne le voulais d'abord. Nous économiserons sur autre chose, s'il y a nécessité. Tâchons bien surtout que les journaux n'entendent pas parler de mes affaires. On leur redevient toujours cher le jour où l'on peut leur fournir un article de 2 lignes. Et ils ont un grand goût pour les gens qui se noient. Les oiseaux nous ont quittés, déjà l'hiver qui les chasse, éteint son manteau de glace sur... C'est beau aussi, hein, la vache. On va la faire dans une autre tonalité, Marcel, celle-là. Pourquoi pas? On se plaît pas. Les oiseaux nous ont quittés, déjà l'hiver qui les chasse, étend son manteau de glace sur nos champs et nos cités. À mes vitres scintillantes, il trace des fleurs brillantes, il rend mes portes bruyantes et fait grelotter mon chien. Réveillons sans plus attendre mon feu qui dort sous la cendre. Chauffons-nous bien, chauffons-nous bien. Ô voyageur imprudent, retourne vers ta famille. J'en crois mon feu qui pétille, le froid devient plus ardent. Moi j'en puis braver l'injure, rose, en douillette, en fourrure. Ici contre la froidure, viens m'offrir un doux soutien.
Rose, tes mains sont de glace, sur mes genoux prends ta place. Chauffons-nous, chauffons-nous bien, chauffons-nous, chauffons-nous bien. Sombre hiver sous tes glaçons, ensevelit la nature. Ton aquilon qui murmure ne peut troubler nos chansons. Notre esprit qu'amour seconde, au coin du feu crée un monde. Qu'un doux ciel toujours féconde, où s'aimer tient lieu de bien. Que nos portes restent closes et jusqu'au retour des roses. Chauffons-nous, chauffons-nous bien, chauffons-nous, chauffons-nous bien. Que nos portes restent closes et jusqu'au retour des roses. Chauffons-nous, chauffons-nous bien, chauffons-nous, chauffons-nous bien. La grivoiserie chez Béranger, c'était toujours de bon ton. Hein. Il jouait sur les demi-teintes, et c'est peut-être ce qui a fait son succès d'ailleurs. C'est que c'était pas brutal. Il insinuait, il laissait entendre, il fallait, avec son esprit, compléter ce qu'il disait. Et c'est ce qui fait que ces chansons épicuriennes, je crois, ont beaucoup de succès. Peut-être plus là, chez la petite bourgeoisie, que dans le peuple, où on y allait carrément, je crois, pour les chansons grivoises, plutôt. Les choses étaient quand même toujours un petit peu voilées, bien que assez franches. Il y a des chansons de Debro qui sont carrément des chansons beaucoup plus populaires, parce que c'est vraiment des chansons de goguette et des chansons qui ont une très grande célébrité, mais c'est toujours un petit peu masqué quand même. Mais chez Debro, c'est pas le même vocabulaire, parce que Debro emploie l'argot que Béranger n'emploie jamais. Il essaie quelquefois de parler en style populaire, c'est-à-dire avec beaucoup d'apostrophes, mais c'est pas vraiment de l'argot. Alors que chez Debro est un très bon connaisseur de l'argot de l'époque. Ça a totalement attesté par ailleurs, etc. C'est un type qui est quand même un poisson dans l'eau, dans la langue populaire authentique des ateliers parisiens, Debro. Ce que Béranger n'est pas. Béranger, c'est un type comme Victor Hugo. Il connaît peut-être l'argot, mais pas d'où y dire. Oh, quelle belle chose que la jeunesse. J'ai vu si longtemps des yeux, une bouche et un nez à la lune. Hélas, je n'y vois plus rien. Tout en filant votre lin, écoutez-moi bien ma fille, déjà votre cœur sautille au nom du jeune Colin. Craignez ceux qu'il vous conseille, quoiqu'aveugle, je surveille. À tout je prête l'oreille et vous soupirez tout bas. Votre Colin n'est qu'un traître, mais vous ouvrez la fenêtre. Lise, vous ne filez pas, Lise, vous ne filez pas. Il fait trop chaud, dites-vous, mais par la fenêtre ouverte, à Colin toujours alerte, ne faites pas les yeux doux. Vous vous plaignez que je gronde, hélas je fus jeune et blonde, je sais combien dans ce monde on peut faire de faux pas. L'amour trop souvent l'emporte, mais quelqu'un est à la porte. Lise, vous ne filez pas, Lise, vous ne filez pas. C'est le vent, me dites-vous, qui fait crier la serrure, et mon vieux chien qui murmure gagne à cela de bons coups. Oui, fiez-vous à mon âge, Colin deviendra volage. Craignez si vous n'êtes sage de pleurer sur vos appas. Grand Dieu, que viens-je d'entendre? C'est le bruit d'un baiser tendre. Lise, vous ne filez pas, Lise, vous ne filez pas. C'est votre oiseau, dites-vous, c'est votre oiseau qui vous baise. Dites-lui donc qu'il se taise et redoute mon courroux. Ah, d'une folle conduite, le déshonneur et la suite. L'amant qui vous a séduite en rit même entre vos bras. Que la prudence vous sauve, mais vous allez vers l'alcôve. Lise, vous ne filez pas, Lise, Lise, vous ne filez pas. C'est pour dormir, dites-vous, quoi me jouer de la sorte? Colin est ici, qu'il sorte, ou devienne votre époux. En attendant qu'à l'église, le séducteur vous conduise,
Filez, 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 Lise, près de moi sans faire un pas. Envers votre lin s'embrouille avec une autre quenouille. Non, vous ne filerez pas, non, vous ne filerez pas. Non, vous ne filerez pas. Comment vous expliquez l'oubli total dans lequel il est tombé depuis au moins une cinquantaine d'années? Ah, il n'y a plus que ça. Je crois que c'est le Second Empire qui a commencé à le tuer. Louis-Napoléon, en même temps, on a Louis Veuillot et le côté réactionnaire du Second Empire a voulu exécuter Béranger, et en même temps, on a reproché à Béranger d'être l'homme qui, en quelque sorte, avait provoqué l'ascension de Louis-Napoléon. Et on lui en a beaucoup voulu dans les milieux républicains. Moi, je crois qu'on l'a très injustement. Et puis alors, le côté épicurien, c'était passé de mode. Et on savait pas, on était incapable d'évaluer ce côté épicurien qui était en fait une liberté d'esprit. Et tous les gens c'est curieux de voir les poètes ouvriers, les poètes socialistes, écrivains socialistes, ils vomissaient littéralement Béranger. Ah bon? Ah oui, alors dites-moi un peu ça, un peu plus précisément, lesquels et qui? Oh, des gens comme Festo, j'ai pas de nom présent exactement à l'esprit, mais c'est certain que Béranger a été très mal vu. Quand j'avais publié ce petit bouquin, au fond, j'avais pensé à réhabiliter l'épicurisme de Béranger en montrant qu'il avait un sens politique. C'était la joie et la liberté d'esprit de la petite bourgeoisie, parce que c'était ça, c'était un petit bourgeois. Et puis tout d'un coup sont arrivés sur la scène des gens qui se prenaient très au sérieux, et le pauvre Béranger qui veillait à sa réputation et à sa gloire, mais qui au fond de lui-même ne se prenait pas tellement au sérieux. Et tout d'un coup, Béranger est devenu un auteur de gaudrioles, purement et simplement, je crois. Mais en même temps, il a une influence sur les autres, sur des gens comme des gens que vous connaissez très bien, comme écoutez, Potier et tout ça. Potier, c'est caractéristique. Les premières chansons de Potier, elles datent de 1831. Et il est chanté dans les goguettes. Et il faisait du Béranger. C'était du plagiat de Béranger, purement et simplement. Et il a écrit à Béranger pour envoyer ses petites œuvres qu'il avait écrites à 14-15 ans. Et Béranger au fond, lui a envoyé une lettre très compassée. Visiblement, il n'était pas très satisfait de voir qu'un gosse de 15 ans arrivait à faire du Béranger. Ça l'a pas flatté. Alors il m'a dit, écoutez, si votre père est emballeur, faites des caisses. De toute façon, je crois qu'après 48, enfin à partir de 51, il y a un grand trou dans la chanson, même subversive. Je parle pas de la chanson révolutionnaire. Charles Gilles s'est suicidé en 1856. Il pouvait plus rien faire, il pouvait plus écrire, il pouvait publier. Et il n'était pas question, je crois que plus de 11 personnes ensemble, c'était une association, une réunion subversive. Le pauvre Charles Gilles, il pouvait plus rien, quoi. Je crois qu'à partir de 51, c'était le trou jusqu'à l'Empire libéral, qui n'était que modestement libéral. Alors, c'est revenu progressivement à partir de l'Empire libéral un petit peu, mais pensez que Potier a écrit des chansons de 1850 à 1870 et sont toutes restées manuscrites. C'est-à-dire qu'il y a 60 ou 80 chansons qui n'ont jamais vu le jour. Quelquefois, on chantait un petit comité en famille, mais c'est tout. Et alors, Béranger, il a été aussi victime de ce grand trou. Il a été victime du Second Empire.
qu'on lui a mis sur le dos alors qu'il y était pour rien. Et puis, par le fait que la chanson... Puis il y a eu le Cafcons après. Faut pas oublier que le Cafcons, il est né à la fin du Second Empire. Et c'est important, ça a tué en grande partie la chanson d'inspiration. Bon, on écrivait avant des chansons sur une musique. Ça avait un avantage, c'est que tout le monde connaissait les chansons. On pouvait réécrire à l'infini des paroles. Alors, les gens, jusqu'au Cafcons, tout le monde écrivait sur des airs connus, qui étaient souvent des airs du XVIIIe siècle, d'ailleurs, ce qui est important. Et même quand on va chercher dans Téléman, des trucs comme ça, on trouve on dit, tiens, j'ai ce timbre, il est dans Béranger. C'est très curieux. Puis tout d'un coup, le Cafcons apparaît à la fin du Second Empire, et on fait des chansons sur mesure. C'est-à-dire qu'on écrit paroles et musique. Bien sûr, c'est comme maintenant, on écrit plus souvent la musique d'abord et les paroles ensuite, mais enfin, on écrit des musiques nouvelles. Et ça a tué complètement la possibilité, il fallait quand même apprendre les chansons. Alors que jusque-là, on n'avait pas besoin d'apprendre la musique. On pouvait être complètement ignorant en musique, ne pas savoir lire une partition. Là, il fallait acheter, à partir de ce moment-là, il a fallu acheter les petits formats, comme ça s'appelait déjà. Et avec les petits formats, il fallait les lire. Tandis qu'avant, on avait une musique dans la tête. Je vous dis pas qu'on la déformait pas, hein. Tout le monde connaissait. On a fait de la musique spéciale pour certaines chansons de Béranger, mais en fait, à l'origine, tout a été fait sur des airs connus. Ma grand-mère en soir à sa fête, de vin pur ayant bu de doigts, nous disait en branlant la tête que d'amoureux j'eus autrefois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite, ma jambe bien faite, et le temps perdu. Mais cette grand-mère, c'était une coquine, parce que on lui dit alors, vous aviez le cœur tendre. Vous pensez à 17 ans, il y a Lindor qui est arrivé, mais alors Lindor, ça a marché avec Lindor. Il m'a plu 4 mois, et après je suis passé à Valère. Ah bon? Alors après Valère, il y a eu 2 amants à la fois. Enfin bref, elle était très, très libertine, et c'est une chanson qui a fait les beaux jours de toutes les interprètes jusqu'aux années 50, et plus tard même, dans tous les cabarets de Paris. Bon bref, cette grand-mère est une gourgandine pour te dire. Mais Claude, il y a eu une autre version. Vous pouvez la jouer un petit peu. Il y a une autre, plusieurs. Ouais. Oui, celle-là aussi j'ai entendu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Bon, je pense que des versions, il y en a eu pas mal. Oui, oui. La façon dont ça a pu se transmettre, c'est par une simplification ou une adaptation ou une musique d'un autre personnage qui a fait une musique sur la chanson. Et c'est ça qui était chanté dans les cabarets vers 1950. Alors oui, c'est ça. Mais alors autre chose, et c'est une difficulté, mais c'est vrai aussi que à quels endroits mettait-il les ha-ha, les hi-hi, vous savez, les syllabes doublées ou triplées? C'est que des fois... Je pense que c'était un petit peu selon l'interprète. C'était les jeunes filles, les jeunes femmes qui chantaient ça au piano, au salon. C'était une chanson de salon, c'est une romance. C'est ça, parce que tu vois, quand on dit « Combien je regrette mon bras si dodu » et pourquoi pas « mon bras si dodu », on ne sait pas, ou bien « mon bras assis ». À quel endroit ça se situe? La tradition, je suppose, a dû quand même nous le léguer à peu près comme c'était à l'époque. C'est comme les trilles et les appoggiatures, tout ça dans la musique classique. Hein. Ma grand-mère un soir à sa fête, de vin pur ayant bu de doigts, nous disait en branlant la tête que d'amoureux j'eus autrefois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite,
ma jambe bien faite et le temps. Une vie, une œuvre. Béranger, aspect d'un poète. Une émission proposée par Claude Duneton. Adieu. Portez-vous bien. Pensez toujours à nous et donnez-nous de vos nouvelles, quand même les réponses se feraient attendre. Je n'ai pas besoin de vous dire que Judith se joint à moi pour les remerciements à vous faire. À vous de cœur, Béranger. Les chansons ont été choisies et interprétées par Marcel Amont. Participation aux commentaires de Pierre Brochant et d'André Bourrin. Texte dit par Fred Persson. Au piano, Roger Le Sourd. Prise de son et mixage, Michel Créis et Franck Malabry. Réalisation, Isabelle Yvel.